Merci beaucoup. Benjamin, on va se mettre en place pour notre discussion. Je vais inviter Iliana et Christy. Ouais, ben voilà, parfait. Je vais me mettre au milieu. Regardez que les micros soient tous allumés, c'est parfait. Et puis, on va commencer notre séance questions. J'ai bien sûr quelques questions. Je peux aussi volontiers te compléter. Benjamin, je sais que c'était un exercice assez difficile. Il faut voir aussi que trouver des collaborateurs, collaboratrices qui parlent le français, qui connaissent la technologie, qui puissent représenter une équipe, c'était pas si évident. Et je te remercie d'avoir accepté cette demande. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, alors je vous demande d'attendre que le micro soit entre vos mains avant de poser votre question, sinon on a un mauvais enregistrement. Merci bien. Oui, voilà, excusez-moi. Volontiers, alors la question, elle est la suivante. Est-ce que les marges qui sont faites actuellement sur les habits en coton ou polyester ne sont pas un frein finalement aux investissements et à la recherche en regard des marges que se font les grandes marques? Allumé. Oui, il est allumé. Merci beaucoup. Tout à fait. Il y a certainement un problème sur ce niveau-là. Mais il y a aussi une forte résistance. Il ne faut pas oublier qui est derrière le polyester, qui sont les grands lobbies derrière la production de ce produit. Aujourd'hui, dans la grande distribution, dans la fast fashion, si vous allez chez H&M, si vous allez chez Zara, vous allez trouver des produits en tencel, en lycocell, en modal, en viscose. Donc, c'est bien possible de le faire. Moi, je ne veux pas contester le fait qu'un athlète à haute performance puisse pas commencer aujourd'hui à utiliser des habits qui ne contiennent pas du polyester ou de l'élastane ou des fibres pareilles. Donc, c'est un appel qui est lancé à réfléchir à inciter les fabricants, à inciter les consommateurs à réfléchir ce qu'ils font et qu'il y a des alternatives. Il faut encore de l'innovation, surtout dans le monde du sport, pour arriver à des habits à haute performance. Mais le potentiel y est, l'alternative y est. Et n'oublions pas que la source première de ces fibres, c'est quand même c'est les forêts, une ressource renouvelable, si bien gérée, à l'infini. Donc, on est face à deux sources, dont une est en train de finir et l'autre qui peut être utilisée à l'infini. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà là? Probablement pas. Mais j'aimerais bien, si on pose la question, si peut-être M. Covini de Lenzing fasse aussi une intervention là-dessus. Si M. Covini pourrait avoir... Le micro, on peut donner le micro, oui, M. Covini. Parce qu'en Europe, c'est certainement le plus grand producteur en Autriche de ces fibres et il a vraiment la perspective du producteur. Merci beaucoup. Oui. OK. Bonsoir. Excusez-moi mon français, mais je fais ce que je peux. Alors, on produit aussi notre fibre pour le sport. Et la fibre lyocell, vous pouvez voir dessus aussi avec Natural Peak des produits. Avec notre fibre, c'est possible. Naturellement, le polyester, c'est moins cher et c'est très... La ténacité de le polyester, c'est vraiment très haut. Et on doit rechercher quelque chose pour faire... Et aussi, notre fibre, c'est hydrophile, absorbe... beaucoup de l'eau. On doit voir en quel sport on ne doit pas utiliser et qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les caractéristiques de notre fibre pour rendre possible de l'utiliser pour tous les sports. Mais c'est très agréable dans notre fibre. Si on fait la différence polyester et notre fibre sur la peau est toute une autre chose. C'est vraiment très agréable et très confortable. Et à la fin, c'est aussi compostable. OK.
Merci. À la BFH, est-ce que vous avez aussi testé d'autres types de fibres, à part celle de coco qui vous intéresse? Je pense aux grandes plantations, la canne à sucre et autres. D'autres types de fibres? Alors oui, je sais qu'il y a eu plusieurs tests. J'en ai moi-même fait quelques-uns aussi, on va dire, dans mon temps privé. Mais après, je ne sais pas s'il y a eu des projets vraiment de grande envergure qui ont été faits. Alors, ce que je peux dire, on a travaillé avec des fibres issues de la culture du riz, en Suisse avec des résidus agricoles, donc des enveloppes de céréales classiques. On a développé ça, un procédé même pré-industriel avec des machines qui nous récoltaient, qui conditionnaient le tout. On parlait plus de particules et moins de fibres, donc on était plus sur une approche classique, panneau de particules, avec une colle classique. Les défis technologiques, le problème de tous ces résidus agricoles, si on ne considère pas la fibre de coco, c'est qu'elles sont recouvertes d'une surface cireuse qui nous oblige à utiliser encore des adhésifs base polyuréthane, donc synthétiques. C'était la seule solution pour les coller. Et quand on a découvert cette fibre de noix de coco, on s'est rendu compte que d'une part, on pouvait utiliser notre colle naturelle à base aqueuse et qu'en plus, on n'avait même plus besoin de durcisseur parce que cette fibre elle nous apportait un durcisseur, je ne vais pas en dire trop, mais voilà, on a une simplicité technologique qui nous a poussé à nous orienter sur cette fibre. Et pour peut-être préciser l'idée qu'il y a derrière Nature Loop, c'est que bien sûr, c'est un gros laboratoire pour nous aux Philippines pour réinventer, on va dire, le panneau de fibres, puisqu'on a une fibre naturelle, une résine naturelle, et que ce laboratoire nous montre qu'on va peut-être aborder de telles fibres qui viendraient de la culture céréalière, d'une autre façon peut-être de passer sur une phase de défibrage, et puis là, utiliser cette colle naturelle, donc essayer de reproduire cette technologie à l'échelle aussi européenne. Donc on travaille actuellement aussi avec des fibres bois, pour ne pas le cacher, des fibres bois issues de nos forêts, et avec cette même technologie, dans cette approche de micro-factory, donc mini-usine locale, utiliser la ressource locale en circuit court. Voilà l'état actuel. Donc c'est vraiment des technologies qu'on va pouvoir exporter. Et pour l'instant, c'est ce laboratoire parce qu'il faut voir que cette usine, elle a plus rien à voir avec les grosses usines qu'on connaît en Europe, Chrono Eger, avec des immenses capacités de production. Nous, on part sur de la petite usine. Donc, c'est 30 000 m3 par an. C'est beaucoup plus petit, mais c'est des usines qui vont s'autocontrôler, qui ont peu besoin d'entretien. C'est pour ça que les Philippines, pour nous, c'est un magnifique laboratoire parce qu'il y a des coupures d'électricité, il y a des manques d'approvisionnement, donc ça va être des usines très robustes. Et si on arrive à faire ça aux Philippines, il n'y a aucune raison pourquoi on ne serait pas capable de le faire ici en Europe. Alors c'est une question un peu de temps qu'il faut laisser à l'équipe. Voilà. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit aussi sur les déchets justement d'agriculture. Donc là, je viens de finir un projet, c'est un tout petit projet d'une centaine d'heures environ, où on a justement fait des panneaux type VPC, avec justement des restes de production principalement d'avoine. C'était justement une entreprise qui moue de l'avoine pour en faire de la farine. Et du coup, on a fait des panneaux type VPC. Donc de bois plastique pour préciser, oui, VPC. Oui, voilà, Wood Plastic Composite. Et du coup, on a fait ça. Et maintenant, l'entreprise est très contente des résultats qu'on a pu obtenir sur ce petit projet. Et ils vont continuer eux-mêmes les recherches pour essayer en fait de continuer là-dedans avec des plastiques biobasés et faire justement ce composite pour en faire, sauf erreur, des immeubles ou des façades d'immeubles. Gaspard, oui. Merci. Ce serait une question pour Christian Schürdt-Bicomp. Vous avez parlé du taux de biosourcé des résines. Vous en êtes à combien maintenant? C'est-à-dire quel pourcentage des résines est biosourcé? Alors, dans les résines époxy, typiquement pour les applications de performance, pour les carénages de voitures de sport, on a sur le marché, donc ce n'est pas nous qui les développons, mais on a des partenaires qui ont des résines à taux de 50-55% biosourcés. Il y a aussi et puis en termes de polypropylène, donc vraiment pour les applications intérieures grande série, on arrive plutôt à 30-35% aujourd'hui. Ok. Puis après, ces résines, à la fin, ça devient une époxy, donc qui est plus du tout biodégradable.
Alors, il est juste que quand on regarde, on considère l'application de performance, dès qu'on travaille avec des résines d'époxy, on n'a plus l'option vraiment de recycler mécaniquement. Nous, clairement, l'avantage qu'on apporte par rapport au carbone, donc on remplace dans ces applications, c'est que le carbone ne pas être brûlé. On ne peut pas incinérer une pièce en carbone. Généralement, ça finit vraiment comme déchet qu'on va mettre dans un trou quelque part. Donc là, le gros avantage qu'on apporte, c'est vraiment cette option d'incinération et de récupération d'énergie. Et même avec cette option qui, on est d'accord, n'est pas très élégante, mais même avec cette option, avec un taux de résine, de résine biosourcée à 35%, ou sur le composite, on sera à peu près à 75% de biosourcé, on a un cycle zéro en fait. On a zéro émission CO2. Mais clairement, pour le projet, pour les développements en grande échelle avec le PP, on développe des options avec les marques de voitures, de recyclage, où on va décomposer la pièce du premier cycle en poudre pour après en faire un composant d'injection. Mais on a des grandes discussions parce que c'est ce que les gens veulent, mais clairement, il faut que les fabricants automobiles prennent la responsabilité sur leur voiture au-delà de la phase d'utilisation. Parce que nous, pour nous, ça a de la valeur, ces pièces. On peut les utiliser. Clairement, c'est une matière première pour une nouvelle chaîne de valeur, mais il faut qu'on y ait accès. Donc ça, c'est un grand débat où, d'un côté, les fabricants automobiles nous poussent beaucoup à augmenter la possibilité de recycler les pièces. Et nous, on dit on veut bien, mais clairement, si on regarde le bilan énergétique à l'état pur, si on doit aller récupérer des pièces en Asie pour les rapatrier en Europe, vous avez malheureusement meilleur temps de les brûler dans des centrales d'incinération et de récupérer l'énergie. Donc c'est un peu des grands débats et c'est en partie très politique parce que clairement les autorités poussent très fortement et l'électrification, on sait tous, mais aussi le recyclage. Et donc tout le monde veut faire du recyclage, même si ce n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus sensé en termes écologiques. Merci. Oui, bonjour, Guillaume André. J'ai la chance de travailler à la BFH sur les questions d'analyse de cycle de vie. Et d'ailleurs, on va travailler ensemble avec Bicomp pour essayer d'évaluer, on va dire, l'impact environnemental de ces nouveaux composites avec ces nouvelles résines. Donc, merci d'avoir parlé de la partie critères environnementaux terre arable et aussi en besoin d'eau, parce que c'est vrai que les normes nous font faire un focus beaucoup sur les émissions de CO2. Mais il y a ces autres critères environnementaux qu'on a tendance un peu à oublier dans les communications. Donc, merci déjà d'en avoir parlé. Donc, j'ai deux questions. Est-ce que la production de fibres de lin, de quelle manière elle est compatible avec une production grande échelle ou un déploiement dans des industries très larges comme l'automobile ? Et d'autre part, est-ce qu'il y a un potentiel, par exemple, avec d'autres fibres ? On a eu la question, il y a par exemple les fibres d'ortie qui commencent à voir le jour, notamment en France. Il y a une usine qui, je crois, dans l'est de la France, qui commence à produire ça. Je ne sais pas s'il y a un potentiel technique, mais en tout cas, on sait que cette fibre-là a un besoin en eau qui est moindre que d'autres fibres aussi. Merci pour ces très bonnes questions. Donc de un, le lin, pour ceux qui ne connaissent pas ou mal, enfin, moi je ne connaissais pas avant de démarrer Bicomp, mais le lin a cette caractéristique, c'est une plante qui, de un, ne nécessite pas d'eau et peu ou pas d'engrais. Et aussi, c'est une plante qui revitalise le sol. Donc, 80% du lin global est cultivé en France et en Belgique. Et les agriculteurs l'aiment beaucoup parce que c'est une plante de rotation, du coup. Donc, c'est une plante qui s'intègre très bien en rotation avec d'autres céréales, justement, encore une fois, pour revitaliser les sols. Et pour la deuxième partie de la question, on peut très facilement augmenter les surfaces, à savoir que, là, ici, il faut être très clair, même si l'industrie du composite est très grande, ça reste une niche par rapport au textile ou au polymère. Donc les surfaces dont nous on a besoin on fait ce genre de calcul pour si on veut remplacer toutes les pièces intérieures de voitures à partir des voitures qui coûtent 50 000 € et plus. Parce qu'on sait qu'en dessous, les acheteurs les utilisateurs d'une Dacia vont probablement pas pouvoir payer le premium pour avoir nos solutions par rapport au plastique injecté. Il faut en fait pas des surfaces phénoménales.
Deuxième partie de la réponse, nous, clairement, on a cette ambition de ne pas utiliser du lin qui pousse, et pour des raisons climatiques et aussi du sol assez spécifiques, qui pousse beaucoup, très bien en Normandie et en Belgique. Le chanvre industriel est une plante qui nous intéresse beaucoup, qui a priori, en termes de durabilité, qui est encore meilleure, parce qu'elle pousse encore plus vite que le lin. Et c'est quelque chose qui est en très fort développement aux États-Unis. Trump, en ce qui me concerne, je pense qu'il a fait pas beaucoup de bonnes choses, mais il y a une chose qu'il a fait bien, c'est qu'il a remis le chanvre industriel et à nouveau légal comme plante agronomique aux États-Unis, ce qui fait qu'avec la forte demande un peu du secteur food et pharma par rapport au CBD, ça a fortement boosté le développement du chanvre aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, et où la fibre, en fin de compte, est un déchet. Parce que voilà, on se concentre surtout sur la partie CBD, donc la partie des graines, où ça nous donne accès à une chaîne de valeur, où justement avec des partenaires, surtout canadiens, on est en train de voir, de nouveau, pour avoir des chaînes de valeur très compactes, on n'a aucun intérêt, de nouveau, ça ne fait pas de sens d'utiliser du lin cultivé en Europe dans des pièces automobiles de voitures fabriquées aux US. Donc on a cette opportunité du chanvre, et c'est vrai que l'ortie aussi est une plante qui a des propriétés intrinsèques, les fibres sont intéressantes. Donc c'est effectivement dans notre stratégie moyen terme d'élargir notre feedstock en termes de matières premières. Merci. Peut-être une question de mon côté. Ce matin, en introduction, j'ai invoqué les grands défis environnementaux, la bioéconomie et puis l'éco-conception, éco-design. Je crois que tu nous as montré une belle preuve de l'utilité de telle approche. Donc penser en amont comment le matériau va être recyclé. Où on en est exactement dans cette phase de conception? Tu connais assez bien le secteur automobile. J'ai l'impression qu'on est tout au début d'une nouvelle ère où vraiment, en tant qu'ingénieur, on doit se repositionner, développer de nouvelles compétences. Est-ce que tu peux donner un petit peu un retour d'expérience? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, Frédéric, dans le sens où on sent que la demande a explosé, littéralement. Et c'est une demande, et heureusement, c'est une demande qui vient vraiment du consommateur. Donc le consommateur, et je pense que grâce ou à travers, on va dire, de la crise du Covid, on a encore boosté cette prise cette compréhension de la problématique. Et on sent très fortement que la demande, on nous demande des choses. Au fait, les constructeurs automobiles eux-mêmes n'ont pas vraiment les réponses. Donc, ils mettent la barre très haute, typiquement aussi en termes d'analyse de cycle, en termes de CO2, d'émissions, où je crois que ceux qui connaissent un petit peu, c'est clairement, il y a encore beaucoup de normes qui doivent être mises en place pour qu'on mesure vraiment la même chose et puis qu'on puisse vraiment comparer tel et tel produit. Donc oui, et on a, pour vous dire, j'ai le plaisir de faire partie du advisory board de l'EPF, de l'Institut des matériaux de l'EPFL. On a discuté il y a 3 semaines justement que dans les cursus aussi universitaires, il est extrêmement important maintenant d'intégrer, d'injecter la notion d'analyse de cycle de vie, parce que c'est devenu, comme je disais en entrée, il y a encore 18 mois, littéralement, c'était un sujet de marketing. Et une fois qu'on avait validé nos produits avec des constructeurs, on avait après la discussion entre marketing et nos ingénieurs durabilité qui fournissaient les données, alors que maintenant c'est la porte d'entrée. Et nous, on fait encore on se différencie par rapport à ça. Moi, je pense que dans 5-6 ans, ça sera le standard. Donc, ceux qui n'auront pas, ça sera vraiment un critère go-no-go. Si vous n'êtes pas en dessous d'un certain taux d'émission de CO2 en termes d'énergie grise, vous n'entrez pas, point barre. Et clairement, là, il y a beaucoup de travail fondamental à faire en termes des normes. Pourquoi? Parce qu'on sent aussi que les grosses entreprises établies essayent de trouver les trous de souris et de tricher avec les chiffres pour appeler un chat un chat. Et puis baisser, trouver un peu les zones grises dans les normes qui ne sont pas encore bien consolidées pour baisser leur émission de CO2. Donc et aussi où on a ces discussions d'eau et de pesticides, tout ça devient extrêmement important. Et pour moi, clairement, l'ingénieur, même pas de demain, mais dans 1 heure, il doit avoir ces notions-là, il doit les intégrer. Ce qui montre qu'on est toujours dans un processus dynamique, et c'est le concept. Puis pour faire le lien avec justement les startups, je me suis rendu compte aussi que, je dis toujours, l'argent est là, mais il faut trouver le bon langage aussi pour convaincre les financiers. Puis on voit bien dans tous ces produits maintenant bancaires qui naissent.
il faut essayer de quantifier. Quantifier, ça veut dire, voilà, c'est des tonnes équivalent carbone. Et je dis aussi, j'ai dit à Nature Loop, vous faites un beau produit, mais dites combien de tonnes de CO2 vous séquestrez annuellement, qui sinon partiraient, on va dire, en fumée, c'est le cas de le dire. Et je pense que c'est un langage qu'il faut qu'on adapte aussi pour être plus transparent et plus crédible vis-à-vis d'autres secteurs. Là, c'est pour reprendre, voilà, béton, acier. On a des chiffres aussi, ce que le béton produit, donc on ne va pas se gêner de dire, nous aussi, on a des taux négatifs. Voilà, c'est un petit peu le message, je crois, qu'on doit prendre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on entame notre pause? Si ce n'est pas le cas, encore un grand merci aux 3 orateurs pour ces belles présentations, ces beaux produits, ces belles technologies. N'oubliez pas de scanner votre QR code. Vous avez jusqu'à Andreas, 17h, au plus tard, à 4h. À 4h, dernière chance pour scanner le QR code. Et on se retrouve à 15h20 pour le dernier bloc. Bonne pause.